Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Suzanne et Saosan pour leur invitation et pour me donner l'occasion de retravailler sur ces sujets dont je me suis un peu éloignée ces dernières années, justement, avec la prise en charge de la mission Caucase. Maintenant, je suis plus centrée sur des établissements de transhumants ou des établissements nomades d'Arménie. Donc, voilà, c'est un plaisir de retravailler sur ces sujets. Alors, dans cette présentation, j'ai souhaité parler de l'éveil urbain et de l'éclosion des sociétés complexes en Anatolie au Bronze Ancien, donc qui correspond approximativement au 3e millénaire. Alors pendant longtemps, vous le savez, le paradigme de l'urbanisation mésopotamienne a été considéré comme l'unique trajectoire vers le phénomène urbain. Et l'exploitation de ce phénomène était perçue selon un modèle diffusionniste. Alors les recherches menées ces dernières années au Proche-Orient, et notamment par un certain nombre de personnes présentes aujourd'hui dans cette salle, ont permis de largement nuancer cette vision et ont mis en évidence l'existence de scénarios alternatifs d'urbanisation, adoptant chacun des trajectoires singulières liées en partie à la nature de leur environnement géoculturel. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter brièvement les scénarios présents en Anatolie. Et bien sûr, le premier élément que vous voyez tout de suite, c'est qu'il n'y a pas un, mais plusieurs scénarios à l'échelle de l'Anatolie, et c'est bien sûr lié à son contexte géographique. L'Anatolie, bien sûr, n'est pas un bloc unitaire, c'était plus une zone d'étude, mais ce n'est pas un bloc unitaire, et c'est un espace qui est très fortement régionalisé. Il y a une grande diversité de milieux et de paysages, liés en partie, bien sûr, à l'étendue même de l'Anatolie, mais aussi à la présence de hautes montagnes. Alors, ce morcellement géographique a favorisé une fragmentation en de multiples entités culturelles, mais dont les limites ont varié au fil du temps. Et là, vous voyez vraiment très schématiquement à peu près les limites telles qu'elles peuvent être définies, les limites culturelles telles qu'elles peuvent être définies pour le 3e millénaire. Alors, d'autre part, l'autre élément important pour considérer l'Anatolie, c'est qu'elle a une position stratégique au carrefour de plusieurs aires culturelles. Et donc, notamment au 3e millénaire, elle est à la croisée vraiment entre la région égéenne, la Transcaucasie et la Syro-Mésopotamie. Alors, aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est de présenter ces multiples trajectoires donc, vers l'urbanisation et l'éclosion des sociétés complexes, avec deux questions subsidiaires. Tout d'abord, essayer de comprendre la nature et le rythme d'apparition de chacun de ces parcours, et puis définir la part respective dans ces phénomènes des apports extérieurs et des dynamiques évolutives endogènes. Puisque, comme je vous le disais, cette position stratégique a fait qu'il est souvent difficile, quand on travaille sur l'Anatolie, de déterminer ce qui est issu de développements locaux et ce qui est issu d'évolutions extérieures. Et enfin, on s'interrogera aussi sur les régions qui semblent être restées en marge de ces phénomènes et avoir conservé durant le Bronze Ancien un mode de vie rural. Alors, l'état de la question en Anatolie, donc un certain nombre de difficultés déjà, des persistances de terrain incognita dans certaines zones, notamment la région de la mer Noire, certaines zones à l'est de l'Anatolie centrale qui sont vraiment pour l'instant quasiment inexplorées. Et puis aussi l'inégalité numérique des sources, puisque au contraire, on a certaines zones qui ont été surexploitées, si on peut dire quasiment, avec la création des barrages, notamment sur l'Euphrate, où on a une représentation d'un nombre de sites tout à fait impressionnants et qui ont tendance à déséquilibrer notre vision des choses. Ensuite, la qualité aléatoire de la documentation, mais ça c'est vrai partout. Bien sûr, les dégagements extensifs sont rares et les fouilles se concentrent encore trop souvent sur la ville haute, ce qui a pour conséquence de nous donner une vision biaisée de ces urbanisations. Enfin, l'abondance de sites multipériodes, ce qui, là aussi, il est bien difficile d'atteindre souvent les niveaux du Bronze Ancien sous d'épais niveaux archéologiques postérieurs. Et donc là aussi, ça réduit considérablement les fouilles extensives. Alors, enfin, là, il faut reconnaître l'absence d'engouement pour ces questions en Anatolie. Il y a eu très peu de synthèses qui ont été faites sur ces questions, un peu plus récemment, heureusement. Mais voilà, c'est des questions qui ont encore peu fait l'objet de recherche. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi certains atouts. Déjà, la recherche archéologique est en plein essor en Anatolie. Il y a beaucoup de missions, alors pas forcément étrangères, mais beaucoup de missions locales qui travaillent sur le terrain. Il y a le développement des recherches interdisciplinaires, bien sûr, donc tout ce qui est paléo-environnemental, qui est récent et qui apporte des informations tout à fait pertinentes. Et puis, surtout, le développement des prospections géophysiques qui a permis de collecter des données tout à fait nouvelles sur l'urbanisation de ces établissements.
Enfin, un atout majeur, la production d'une carte archéologique, hein, grâce au projet TAI, qui est vraiment une mine d'informations pour toute personne souhaitant travailler sur l'Anatolie. Tous les sites fouillés, prospectés, sont rentrés dans cette base de données, donc que vous pouvez consulter en ligne tout à fait gratuitement. Et je vous la recommande si vous êtes intéressé par quelque période que ce soit en Anatolie. Et c'est particulièrement bien fourni pour ce qui est du bronze ancien. Donc, il y a un SIG notamment donc, pour avoir l'ensemble des cartes et puis des fiches par site par site. Vous pouvez aussi consulter région par région. Enfin voilà, c'est une mine d'informations, donc souvent très succinct, mais c'est déjà une porte d'entrée dans cette documentation qui n'est pas toujours facile pour les non-initiés, les non-spécialistes de l'Anatolie. Alors, un petit retour sur le contexte. Il faut savoir qu'en Anatolie, donc, le 3e millénaire est généralement subdivisé en 3 phases. C'est tout à fait classique, hein, bronze ancien 1, 2 et 3. Le bronze ancien est marqué par une continuité avec le chalcolithique récent, aussi bien d'un point de vue technologique que dans le développement de la culture matérielle. Et la véritable évolution se produit au début du bronze ancien 2 vers 2600. C'est en effet à cette période que, en plusieurs points de la péninsule anatolienne, des communautés sont en plein essor et enregistrent un nombre important de mutations, alors qu'elles soient d'ordre technologique, économique, culturel ou social. Donc c'est un nouveau type d'établissement voit le jour à cette période, en différents points de la péninsule, et il se caractérise d'un point de vue formel, bien sûr par un agrandissement significatif hein, de leur superficie, un agencement binaire, hein, ce que j'appelle ville haute, ville basse, qui n'était pas présent non plus dans les périodes antérieures et qui répond certainement à une double motivation de sécurité et de prestige. Il y a aussi une diffusion donc, des constructions monumentales, alors de fonctions assez variées, hein, qu'elles soient cultuelles, politiques ou de stockage. C'est souvent encore incertain, mais on voit en tout cas un développement des constructions monumentales et qui prennent généralement place dans la ville haute. Cette période est aussi marquée par la réalisation de travaux de grande envergure, notamment des travaux de terrassement sont assez importants, et l'élévation de systèmes défensifs d'une ampleur inconnue jusqu'alors. On avait bien sûr des fortifications avant, mais la réalité en fait, de leur pouvoir défensif était souvent discutée. Et là, on a vraiment des ouvrages qui ont un véritable aspect défensif. Et enfin, une densification du bâti, si tant est que l'on puisse en juger, puisque comme je vous le disais, finalement, on a relativement peu de fouilles en extension dans les villes basses. Alors, bien sûr, tous ces aspects formels sont importants pour nous archéologues parce que ce sont les plus faciles à identifier, mais c'est surtout d'un point de vue social hein, que ces établissements vont connaître des bouleversements. Alors, tout d'abord, il y a la multiplication des fonctions arbitrées par les sites. En effet, ces agglomérations diffèrent des organisations villageoises connues auparavant par la complexité et la variété de leurs fonctions commerciales, défensives, artisanales, cultuelles et funéraires. Ensuite, les sociétés y atteignent un degré d'interdépendance élevé et c'est visible notamment au renforcement de la spécialisation artisanale. Vous avez là certains éléments d'un atelier de Çukureci-Öyük dans l'ouest de l'Anatolie. La thésaurisation inédite des richesses, hein, illustrée brillamment par les cages de Troie ou de Polyokni, les tombes d'Aladja ou celles de Tilbéchar. C'est également la période qui marque l'essor de nouvelles techniques, hein, je le disais, la métallurgie du bronze à l'étain notamment, et l'apparition de la céramique tournée. C'est aussi à cette période que se développent de vastes nécropoles extramuros qui peuvent contenir jusqu'à plusieurs centaines d'individus et qui remplacent les anciennes tombes en fait, situées sous les habitations, hein, souvent des périodes précédentes. On avait quelques nécropoles, mais très, très restreintes. Alors ça, c'est pour tout ce qui est des données intrasites. Mais j'ai aussi essayé de collecter, bien sûr, les données extrasites en adoptant une approche multiscalaire afin d'envisager l'établissement urbain dans son paysage, sa micro-région et son espace interrégional. Alors cette approche régionaliste permet de rendre compte de l'évolution, non pas simplement, bien sûr, d'un établissement, mais de l'ensemble des systèmes de peuplement d'une région considérée. Alors, ces recherches ont mis en évidence le fait que ces localités exercent une emprise inédite sur les zones environnantes pour des raisons agricoles, politiques ou commerciales. Donc, ces centres majeurs, Pascal Bultana le disait tout à l'heure, ne vivent pas en autarcie, ils représentent le cœur d'un réseau. D'ailleurs, le mobilier révèle une amplification significative des flux d'échanges, notamment à longue distance, qui est motivée bien sûr par la richesse des ressources en matières premières de l'Anatolie, hein, l'obsidienne, le cuivre, l'or ou l'argent.
Enfin, les prospections ont révélé donc de nouvelles dynamiques d'occupation du territoire, avec une hiérarchisation des sites entre eux, plus ou moins claire, bien sûr. J'y reviendrai ultérieurement. C'est aussi à cette période qu'on occupe de nouvelles niches écologiques, auparavant restées marginales, et c'est ce que nous montrent en partie donc, les archives polyniques, en fait, que la déforestation permet l'utilisation de nouvelles zones. Alors, il faut signaler en revanche que d'un point de vue politique, en fait, on a l'absence de pouvoir suprarégional et la présence d'une mosaïque, en tout cas c'est comme ça que ça transparaît, de principautés autonomes. Et d'un point de vue administratif, pas d'écriture bien sûr, mais quelques sauts cachés qui pourraient témoigner au moins des balbutiements d'un système administratif. Alors tous ces indices, vous avez vu que la liste est longue, suggèrent un développement socio-économique de ces sociétés d'Anatolie et donnent l'impression que ces transformations se distillent finalement assez progressivement dans les différentes régions, chacune à leur rythme et selon des modalités spécifiques. Donc j'essaierai de décrire en détail. Bien sûr, quand je parle du développement des bâtiments monumentaux, selon les régions, la forme de ces bâtiments est totalement différente, elles ont des morphologies différentes, mais on retrouve ces mêmes étapes du changement en fait dans ces différentes régions. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, alors il y a, je vous disais d'une part, les zones qui, dans l'état actuel de la documentation, semblent être restées en marge complètement de l'urbanisation et avoir conservé, du coup, durant le Bronze Ancien, un mode de vie rural. Alors vous notez, c'est les régions qui sont plutôt au nord, avec la région de la mer Noire. On a quelques sites et des prospections récentes à apporter des données et ça semble confirmer plutôt l'absence en fait de sites d'agglomération vraiment importantes. La région moderne d'Ankara, la plaine d'Erzurum et la région autour du lac de Van. Alors pour les sites qu'on possède dans cette zone, en fait, les fouilles et les prospections ont révélé l'existence de petits établissements, il y en a, dispersés, sans fortification, sans bâtiments publics, avec un grand nombre par contre d'objets de luxe, notamment représentés par des caches ou par des tombes, et en fait qui donnent l'impression d'un petit réseau de principautés opulentes, mais n'ayant pas ni le souhait ni l'envie d'atteindre... Voilà, de s'installer dans des établissements plus importants. Ensuite, il y a les zones discutées, ou plutôt les zones sujettes à discussion. Ces régions pour lesquelles la documentation disponible ne permet pas en fait, d'aborder ces questions de manière pertinente et satisfaisante. Donc il faut mieux les évacuer, je pense, pour l'instant. On attendra des informations complémentaires. Donc ces régions, c'est l'Anatolie centrale, tout simplement parce que la plupart des sites sont situés sous des occupations du deuxième millénaire. Vous connaissez Aladja, Atoucha, etc. Et donc, en fait, les préoccupations sont trop importantes et donc les niveaux du Bronze Ancien sont atteints au fond de sondages très profonds. Et donc, on n'a pas les données nécessaires, à mon avis, pour répondre de manière pertinente à ces interrogations. Peu de fouilles pour l'Anatolie du Sud et le Haut-Tigre a par contre été l'objet de nombreuses fouilles, notamment avec le barrage d'Ilislou. Mais elles sont encore peu publiées, donc on attend plus d'informations à ce sujet. Certains fouilleurs affirment qu'il y a certains sites qui pourraient avoir un stade urbain, notamment Pir Hussein, par exemple, avec ses 20 hectares. Donc, 20 hectares pardon. Et enfin, donc voilà, les trois zones qui vont... Enfin, les trois berceaux de l'urbanisation, l'Anatolie occidentale, l'Anatolie orientale et l'Anatolie du sud-est. Donc aujourd'hui, faute de temps, je me concentrerai sur deux de ces zones, l'Anatolie occidentale et l'Anatolie du sud-est. Alors on commencera par l'Anatolie du sud-est. À cette période, elle fait partie intégrante de la sphère culturelle syro-mésopotamienne. L'urbanisation de cette région s'inscrit dans le processus d'urbanisation qui est beaucoup plus vaste de la région du Moyen-Euphrate. Donc, au début du Bronze Ancien, l'influence ouroukéenne s'est retirée et la région est occupée exclusivement par de petits sites relativement modestes. Les établissements majeurs du Chalcolithique, tels que Samsat ou Kurban, subissent une contraction significative de leur occupation. Mais à la fin de la première moitié du IIIe millénaire, il y a le développement de plusieurs établissements que l'on peut qualifier d'urbains, notamment ceux de Tilbéchar, de Titrich, de Kazanuk ou de Tilmen. Les prospections ont permis de mettre en évidence donc, une distribution inédite des sites dans la vallée. Donc, vous voyez ici une représentation avec une mise en place d'une hiérarchie précise entre les établissements, avec des centres régionaux, des établissements intermédiaires et des villages. Comme je vous le disais, d'un point de vue politique, pas de présence d'un pouvoir unique centralisé contrôlant la région. Probablement une variété d'entités politiques indépendantes,
Et cette zone semble finalement avoir fonctionné un peu à la manière des cités-États de Mésopotamie, mais avec une zone d'influence beaucoup plus restreinte. Du point de vue des échanges, évidemment, la position stratégique de l'Anatolie du Sud-Est, à la croisée de voies commerciales, a favorisé donc a favorisé les échanges dans cette zone, et des échanges multidirectionnels, puisqu'on a des attestations aussi bien d'échanges avec la Syro-Mésopotamie, par les Syrian bottles par exemple, ou les sauts-cylindres, avec le monde égéo-anatolien, au travers des dépasses ou des gobelets en gobe rouge lissé, et également les petites figurines en marbre, ou enfin avec le Caucase, avec la fameuse céramique Red Black Burnished. Alors, le premier site dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est celui de Tilbéchar, donc dans la région du Sadjour, qui a été fouillé donc, par Christine Kepinski dans le cadre d'une fouille du MEAE. C'est une fouille donc, qui a été menée dans les années 2000. Et le site de Tilbéchar se trouve donc, dans la vallée du Sadjour. Il est créé aux alentours donc, de 3100 et il occupe au départ juste uniquement la citadelle, la ville haute. Puis vers 2700, il connaît un essor considérable. Il occupe alors 3 parties, toujours cette citadelle, mais il se développe aussi au nord et au sud, avec une ville haute et 2 villes basses. Et il atteint à cette période 56 hectares. Alors, à cette époque, il y a également des travaux de terrassement qui sont menés donc, sur la citadelle, certainement pour accueillir des bâtiments monumentaux. Et les travaux de terrassement sont assez considérables, ce qui laisse penser qu'on avait vraiment sollicité une main-d'œuvre importante. Par ailleurs, dans la ville basse, des prospections géophysiques ont été menées qui ont permis de mettre en évidence un bâti organisé, structuré par des voies principales et secondaires. Et cela a été confirmé par une fouille que j'avais eu la chance de mener en 2006, je crois bien, avec une architecture traditionnelle en briques. À Tilbéchar, en 2006, il y a également eu la découverte d'une tombe monumentale dans la ville basse nord et occupée donc, dans la seconde moitié du 3e millénaire, utilisée approximativement entre 2006 et 2300. Tout ça n'est pas très précis puisque malheureusement nous n'avons pas eu la possibilité de fouiller cette tombe, donc les éléments que l'on possède sont à peu près présents devant vous. Alors c'est une tombe construite en gros blocs mégalithiques. Et Christine Kepinski, bien sûr, l'interprète comme un caveau familial utilisé sur plusieurs générations, illustrant la montée en puissance de certaines familles dirigeantes donc à Tilbéchar, soucieuses de conforter leur légitimité en se fondant sur une sorte de culte des ancêtres. Donc, je reviens juste brièvement. À la fin de la période, le site de Tilbéchar connaît une rétraction et va se limiter de nouveau uniquement à la ville basse nord et hôtel central. Alors, le deuxième site que je recrée aujourd'hui, c'est celui de Titrich-Uyuk. Il y a normalement un SCD à la fin du ish, mais la police n'était pas amie avec les caractères turcs. Donc, voilà. Donc, c'est une fouille américaine qui a été menée par Matenay et Algazé. Une occupation dès le Bronze Ancien, en fait, là aussi dans la ville haute, et puis à partir du Bronze Ancien 2-3, un développement considérable avec une occupation des villes basses. Alors il y a à la fois l'hôtel central et là ce qu'ils ont appelé Outer Town et Lower Town, en tout 43 hectares de superficie pour Titrich. Là aussi de très importants travaux de terrassement. Des prospections géophysiques de grande ampleur en fait effectuées entre 93 et 94 dans la Lower Town ont mis en évidence vraiment la densité du bâti et le caractère très contrôlé de l'urbanisme, avec une tramviaire qui est organisée et planifiée, comme le prouve l'alignement des habitations, on le verra avec les plans plus rapprochés de la fouille. Tout cela est animé par des axes de circulation réguliers et respectés sur la longue durée. Ces axes sont également aménagés de radiers et de drainage sophistiqués. Donc tout cela, en fait, tous ces indices, en fait, suggèrent un programme de construction cohérent et contrôlé et induit la présence d'une autorité centrale, me semble-t-il, seule capable à la fois d'initier, de concevoir, mais aussi d'entretenir ce type d'aménagement. Alors, en parallèle de l'urbanisation, on voit apparaître à Titrich un nouveau type d'habitat qui est parfaitement adapté à ces nouvelles contraintes imposées par la ville.
on voit que la voirie prime sur le bâti et donc que les maisons adoptent des morphologies disparates, mais dans lesquelles on retrouve certains modules constitutifs. En fait, on remarque également que finalement, la cour est toujours présente, les différents éléments, mais ils s'agencent de manière extrêmement variée pour pouvoir répondre et respecter la voirie. Et on remarque également que les habitants diminuent leur empreinte sur la ville par rapport aux périodes sur la rue, pardon. La rue devient un espace public et protégé, et donc tout ce qui était four, banquettes, etc., sont rapatriés à l'intérieur, d'où certainement la multiplication des espaces à l'intérieur de ces habitations. Alors, ces habitations de plan complexe ne sont pas une création de Tittrich, mais une importation de Syro-Mésopotamie, où ce plan est largement utilisé dans les centres urbains, notamment ceux de Rafadjeh ou de Tel Asmar. Enfin, j'aimerais faire un bref rappel sur un autre site, celui de Kazaneyuk, donc dans la plaine de Haran. Alors, comme Tittrich et comme Tibéchar, il est créé aussi au Bronze Ancien 1, mais il connaît un essor dans la seconde moitié du 3e millénaire. Donc là aussi, on voit que le schéma se répète. Et le site s'étend alors de manière assez considérable, puisqu'on estime qu'il pourrait atteindre jusqu'à 100 hectares. Donc il faut toujours prendre beaucoup de précautions avec ces estimations. Mais voilà, l'ordre d'idée est celui-ci. Le site de Kazan est connu essentiellement par les prospections géophysiques. Elles ont révélé l'absence de plans autonormés, mais une trame via qui semble plutôt répondre au contraire à des impératifs finalement pratiques liés au bâti. Donc là, c'est l'inverse, la voirie n'est pas le négatif, elle est le négatif entre les habitations et non pas l'élément positif qui structure le bâti comme à Tittrich. Alors, en raison de la dispersion des bâtiments publics, on a plusieurs pôles de bâtiments publics, on en a dans la ville haute, mais également dans la ville basse, c'est ce qu'ont montré les prospections géophysiques. En raison des vides aussi présents, en fait, qui rythment le tissu urbain, et en raison de la morphologie de l'établissement, Andrew Crickmore, en fait, qui a travaillé donc à Kazan, propose l'hypothèse que je trouve tout à fait intéressante et assez séduisante, que le développement de Kazan pourrait être le résultat d'un processus de synoïcisme, c'est-à-dire l'œuvre d'un phénomène progressif d'absorption de plusieurs petites communautés en une seule, après que celle-ci ait été scindée au sein d'un rempart. En fait, le rempart a en quelque sorte servi à fusionner différents petits établissements en un centre urbain unifié. Donc bien sûr, il faudra des fouilles pour le vérifier. Là, il s'agit juste d'une hypothèse, mais à mon avis, elle est intéressante et il sera temps de creuser cette possibilité. Alors, une petite conclusion pour ce qui est de l'Anatolie du Sud-Est. Elle a livré donc l'urbanisation la plus aboutie de l'Anatolie. Je vous cache un peu le spectacle, mais pour vous dire, les autres sont moins impressionnantes. Mais bien sûr, celle-ci s'inscrit dans un phénomène d'urbanisation syro-mésopotamien dont elle présente finalement la lisière septentrionale. Les autorités qui ont initié la création de ces sites disposaient d'un modèle à imiter, d'une expérience préalable, si on peut dire, de la vie urbaine. Et donc c'est certainement pourquoi les premières tentatives visibles dans cette zone sont si bien réussies, si j'ose dire. Alors nous allons maintenant aborder l'Anatolie occidentale. Alors, qui n'est pas le fruit, quant à elle, d'un processus d'urbanisation extérieure, mais le résultat d'un phénomène endogène. Alors, pour cette région, on bénéficie, vous le voyez sur cette carte, d'une assez bonne connaissance des occupations villageoises, dont certaines ont été fouillées en extension. Donc, c'est une zone pour laquelle on a beaucoup d'informations et avec lesquelles on peut travailler de manière assez intéressante. Alors, cette région est marquée à partir de 2700 par une complexification sociale grandissante, je vous le disais, et aussi par une homogénéisation culturelle, puisque au 3e millénaire, on a la région de Marmara, donc au nord-ouest, la côte égéenne et l'ouest de l'Anatolie centrale, qui adoptent finalement une culture, si on ose dire, homogène, en fait, sur ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, on a vraiment une homogénéisation de cette zone, avec notamment la diffusion de bâtiments publics, donc dans plusieurs points de cette région, et la propagation du plan oblong à Ante, aussi bien justement pour ces bâtiments monumentaux que dans l'architecture domestique. Donc ils sont à peu près partout, on a une très grande homogénéité de l'architecture domestique dans cette zone. La seule chose, c'est que ce plan oblong à Ante est soit comme ça libre, comme on pourrait dire, freestanding, comme diraient les Anglais, soit agencé de manière beaucoup plus dense, mais ce module de base de l'architecture se retrouve systématiquement. Mais il n'y a pas de contre-exemple, si j'ose dire.
Cette période est aussi marquée par la construction de, n'est pas cette illustration, mais la construction de fortifications autour de la plupart des sites. Une standardisation, c'est ce que vous voyez, des coutumes funéraires, avec la diffusion des tombes en jarre, là aussi, sur l'ensemble de la région, alors qu'elle était marquée auparavant par des coutumes extrêmement disparates. La tradition aussi de fabrication de la poterie, avec la conversion vers un style de poterie qui est beaucoup plus uniforme, qu'on appelle protoïtite, sur l'ensemble de la zone et qui se reconnaît très bien, notamment en prospection. Et puis l'augmentation de la circulation d'objets finis, des matières premières et des technologies donc, au sein de cette zone. Alors, j'ai travaillé donc, dans le cadre d'une bourse de la Fondation Thyssen avec le professeur Turan Efe de l'Université d'Istanbul à la publication de prospection menée dans les années 90 dans les provinces de Kütahya et d'Eskişehir. Donc vous avez une carte sur la diapositive. Alors, notre objectif, c'était de préciser la nature des systèmes de peuplement et leur évolution au cours de l'âge du bronze. Et l'étude nous a permis de mettre en évidence une transformation progressive de ces systèmes de peuplement, avec au début du 3e millénaire donc, les régions qui sont occupées exclusivement par des petits établissements villageois, généralement de moins de 5 hectares, mais vous le savez, en prospection, c'est souvent difficile d'estimer, mais bon, dont certains sont ceints d'un modeste rempart. Mais dans la seconde moitié du 3e millénaire, et c'est ce qui apparaît donc, ici, il y a une multiplication du nombre de sites et une hiérarchisation inédite donc, de ces territoires, avec la coexistence de deux types d'établissements distincts. D'une part, des petits villages fortifiés, donc représentés en noir avec un rond noir, adoptant une forme héritée du chalcolithique, et puis d'autre part, les établissements qui sont plus imposants, donc vous en avez 4 sur la diapositive, qui peuvent atteindre jusqu'à une dizaine d'hectares, et qui adoptent systématiquement une organisation ville haute, ville basse. Ça donne bien sûr un bon exemple à petite échelle de ce qui semble se produire sur l'ensemble de l'Anatolie occidentale. Donc voilà, ce serait un travail à reproduire bien sûr sur une échelle plus vaste. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation de la dynamique des systèmes de peuplement. Maintenant, j'aimerais vous présenter 2 sites en particulier qui apparaissent comme des établissements majeurs d'Anatolie occidentale. Le site de Troyes-Hisarlok, bien sûr, le fameux, sur le détroit des Dardanelles, et celui de Liman Tepe dans la baie d'Izmir. Alors, au Bronze Ancien, donc Troyes-Hisarlok est un petit village, là aussi installé uniquement sur la ville haute, au sommet de cette citadelle naturelle. C'est au Bronze Ancien II que la ville prend un nouvel essor et donc développe, disons, une ville basse qui couvre environ 9 hectares de ce que les sondages menés par les équipes allemandes récemment ont pu mettre en évidence. Et cette ville basse est en fait cernée d'une palissade, donc rien, c'est pas une fortification vraiment impressionnante, c'est vraiment plus une délimitation symbolique que réelle, non défensive. Alors la ville haute, quant à elle, elle est puissamment fortifiée. Elle est le siège d'un imposant complexe monumental que vous connaissez, avec donc, ces fameux bâtiments oblongs à antes. Je vous le disais, que ce soit le bâti domestique ou monumental, il y a toujours ce même plan qui est utilisé. C'est de cette période que datent également donc, ces fameux dépôts, ou dits trésors de Troie, qui contiennent un matériel exceptionnel et qui témoignent déjà, bien sûr, d'une thésaurisation des richesses sans précédent, ensuite d'échanges multidirectionnels, aussi bien avec le monde Égéen, l'Égypte, la Mésopotamie ou l'Asie centrale. Et puis, ces objets témoignent également d'un savoir-faire assez exceptionnel dès donc, le milieu du 3e millénaire. Alors, l'autre site important, c'est celui de Liman Tepe, qui est donc un peu moins connu, qui est fouillé toujours actuellement donc par une équipe de l'université d'Ankara. Ce site est également fondé donc, au début du Bronze Ancien I. Là aussi, il occupe une éminence. Et puis, au Bronze Ancien II, développement dans la ville basse. Et donc là, jusqu'à la mer, finalement. Donc, ils vont aller le plus loin possible, si on peut dire. Et là aussi, le site est estimé à environ 10 hectares. Et l'ensemble est ceint d'un rempart que vous voyez sur ce plan. Alors, quand je parlais de qualité inégale de la documentation, voilà, des fois, c'est le seul plan qu'on venait pour l'instant du travail mené sur ce site. Mais
on sait qu'il y a d'importants travaux de terrassement qui sont menés sur la citadelle, donc la nouvelle fortification qui est construite, donc qui est cernée, qui est animée de bastions donc en fer à cheval relativement réguliers. Des fouilles sous-marines donc, ont permis d'atteindre les niveaux, enfin de suivre ce rempart en fait jusque dans l'eau. Et à l'intérieur de la citadelle, plusieurs bâtiments monumentaux et qui évoquent les plans notamment de Grèce, qui là on a un rapprochement plutôt avec le monde égéen, notamment les parallèles avec les bâtiments de l'Erna. Et quant à l'assemblage céramique, là aussi, il est tourné vers le monde égéen plutôt puisqu'on a des rapprochements avec le groupe de Castries. Alors, vous avez certainement remarqué que je n'ai pas parlé de Ville-Basse, ni pour Troyes, ni pour l'IMAN-TP. C'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas été étudiées, ni l'une ni l'autre pour l'instant, soit parce que c'était recouvert de niveaux postérieurs, soit parce que ça n'a pas suscité pour l'instant l'intérêt des fouilleurs. Et donc, bien sûr, notre vision est biaisée. Elle est d'autant plus que là aussi, on n'a pas les nécropoles, en fait, pour ces sites. Et c'était assez frustrant parce que quand j'ai commencé à travailler sur les pratiques funéraires, en fait, l'une des interrogations était de savoir est-ce qu'on avait des pratiques distinctes entre les établissements urbains et les établissements villageois. Et on n'avait tout simplement aucun élément pour pouvoir répondre à cette question. Donc, encore beaucoup d'interrogations qui, j'espère, seront résolues rapidement. Enfin, je souhaiterais donc revenir sur ce terme en fait et sur cette problème de urbanisation versus centralisation. Depuis quelques années, et sous l'impulsion d'un article publié par Özlem Çevik, donc en 2007, on a vu fleurir dans la documentation relative à l'Anatolie le terme de centralisation pour caractériser le phénomène que je vous ai décrit en Anatolie occidentale au Bronze Ancien. Alors, elle oppose le phénomène d'urbanisation, visible en Anatolie orientale et en Anatolie du Sud-Est, d'après elle, à un phénomène de centralisation présent, d'après elle aussi, en Anatolie occidentale et en Anatolie centrale. Alors, pour elle, cette centralisation, les critères de cette centralisation sont une classe dirigeante exerçant un contrôle assez peu marqué, une faible mainmise sur les territoires alentours et des avancées socio-économiques ne bénéficiant qu'à l'élite. Alors, je trouve déjà en premier lieu la qualité de ces critères vraiment discutable. Surtout, il me semble assez discutable parce que dans ceux que je vous ai cités, la faible mainmise sur les territoires alentours, il me semble qu'on a des éléments pour aller contre cette hypothèse. Et pareil, les avancées socio-économiques qui ne bénéficieraient qu'à une élite, les fouilles des villages qui sont assez nombreuses, des nécropoles et des villages, montrent qu'au contraire, on a beaucoup de... la métallurgie, le travail de la métallurgie, le bronze à l'étain, les objets précieux sont aussi présents dans ces villages. Donc je ne pense pas que ce sont des choses que l'on peut réellement soutenir. Ensuite, je trouve cette terminologie assez peu éclairante, car justement, il n'y a pas de gestion centralisée. Et donc, il me semble assez contre-intuitif d'utiliser le terme de centralisation pour des établissements dans lesquels, justement, il n'y a pas de centralisation, de gestion centralisée, notamment des ressources. Et surtout, il ne me semble pas pertinent d'opposer ces deux phénomènes comme s'il s'agissait de deux systèmes différents. En fait, il me semble au contraire qu'on est en présence d'un même phénomène, celui de l'urbanisation, mais qui s'exprime à une échelle et selon des modalités spécifiques, mais qui tend, in fine, vers la même direction. Dès lors, on peut s'inquiéter du fait que cette terminologie de centralisation ait depuis été reprise par de nombreux chercheurs sans être remise en question et sans être plus clairement définie. Alors, pour ma part, en fait, j'espère avoir démontré qu'à partir de la seconde moitié du troisième millénaire apparaissent de nouvelles formes d'agglomération qui sont de toute évidence plus complexes dans leur forme comme dans leur fonction. Alors, on ne saurait, à mon avis, les appeler des villes, car ce serait de tordre de trop le concept et le vider ainsi de sa substance. En fait, force est de constater que le vocabulaire fait un peu défaut pour désigner ces établissements qu'on pourrait dire intermédiaires, plus tout à fait des villages, mais encore pas tout à fait des villes. Alors, je propose, mais je ne suis bien sûr pas la première, de désigner ces sites comme des agglomérations complexes et de considérer qu'on est dans une période proto-urbaine, dans le sens où proto signifierait à l'état embryonnaire. En outre, c'est vrai que si de véritables villes n'ont pas encore éclos à cette période, il me semble cependant qu'on est en droit
de parler de l'émergence d'un processus d'urbanisation. Alors, comme je disais, c'est l'éveil, reste toujours très prudente, mais quand même de l'émergence d'un processus d'urbanisation, car l'apparition des premiers centres urbanisés prend place au sein d'un continuum, à mon avis, d'une dynamique amorcée dans cette région plusieurs millénaires avant l'apparition des premières agglomérations auxquelles on pourra effectivement donner le nom de ville. Alors, au vu de ce rapide survol de la documentation, alors que peut-on dire de ces différents scénarios qui ont animé l'Anatolie durant le 3e millénaire? Déjà, bien sûr, il s'agit d'un phénomène multipolaire. Vous l'aurez remarqué, plusieurs trajectoires indépendantes qui se sont développées chacune selon leur rythme et à une échelle spécifique. Certaines zones qui sont restées en marge de l'urbanisation et de ce processus. Et puis, les sites urbains ou proto-urbains que je vous ai présentés aujourd'hui sont marqués donc, par une alternance de phases d'expansion et de régression. En fait, que ce soit Troyes, Liman TV, enfin tous les sites que je vous ai présentés connaissent une phase de régression importante. Certains se développeront à nouveau au bronze moyen, mais pas tous. Et donc, ça semble montrer que l'urbanisation est un processus relativement fragile et réversible. Et comme cela d'ailleurs était très bien mis en évidence dans le Levant. Enfin, donc vous l'aurez constaté, les hypothèses pour chacune des régions ne reposent que sur quelques sites, et dans certaines zones, les recherches n'en sont qu'à leur balbutiement. Ainsi, il ne fait aucun doute que la compréhension de ces phénomènes évoluera de manière significative dans l'ère les prochaines décennies. En tout cas, c'est ce que je le souhaite vivement. Je vous remercie. Pardon. J'ai pas compris pourquoi vous rajoutez le terme de ville. En fait, parce que à mon avis, je consacre, ville pour des sites qui sont plus développés. Enfin, je pense que parce qu'en fait, si on utilise le terme de ville, il faut toujours revenir à cette fameuse définition. Et en fait, après, quels sont les critères de cette définition? Et je trouve qu'on s'enferme rapidement en fait dans ces. Et donc, je préfère parler. C'est vrai que bon, c'est un peu peut-être trop prudent, mais d'agglomération complexe ou et de centres proto-urbains. Donc j'utilise plutôt le terme établissement, centre, plutôt que le terme de ville qui, du coup, à mon avis, est vraiment, il est tellement mal défini, en fait, qu'il pose systématiquement problème. Et au début... Si, parce qu'en fait, moi je pense qu'on pourrait réserver le terme de ville, par exemple, à Titriche, mais je pense que les sites comme à Troyes, voilà, ou à Liman, je pense qu'on est dans une... C'est pas encore... L'urbanisation n'est pas aboutie, en fait. C'est encore un processus qui est timide. Et donc... oui, enfin, oui, pas forcément formel, mais de degré, en fait, oui. En fait, je pars du principe qu'il y a un développement, en fait, il y a des degrés de développement plus ou moins marqué, et que là, en fait, le processus n'est pas abouti, de mon point de vue. Et donc, je donnerais le terme de ville à un processus qui vraiment... Et ben, du coup, dans l'Anatolie occidentale, à partir du bronze moyen. En fait, où là... parce que là, en fait... on pourrait, mais je trouve que je préfère garder cette prudence parce que je trouve que sinon, après, si on utilise le terme de ville, il est rapidement vidé de sa substance et du coup, on ne sait plus en fait de quoi on parle et donc il me semble plus. Pardon. Oui, pour rebondir, j'ai vraiment été très intéressé par l'intervention, effectivement, parce que la question en particulier à Titriche, c'est ça. Je dirais que c'est un point que j'ai pas eu le temps de développer. C'est la question aussi du développement d'un habitat que je ne pas. Voilà, c'est ça. On va dire pas de problème comme ça, en disant simplement que le type de maison que tu montres à Titriche, c'est les maisons concentrées, on les a à Marie, on les a à Terrassement, et c'est vrai que là, on a le sentiment qu'il y a une contrainte qui est liée à un habitat compact. Et si on peut essayer de faire une distinction entre proto-urbain et urbain, je dirais que les contraintes liées à l'habitat compact, c'est vraiment spécifiquement un phénomène urbain. Alors, on dirait c'est une vision urbanistique. Parce que de l'autre côté, au contraire, on est dans une logique extensive. Et les
c'est effectivement, on monte en hauteur parce que l'espace est restreint et puis il y a la contrainte. Les contraintes, c'est ça. De respecter, voilà, du passer là, c'est ça. Qui deviennent prépondérants, et grands espaces qui vont conditionner la chose pour un habitat, pour des fonctions rurales. C'est ça, ils disparaissent, tout à fait. Oui, c'est ça. Ça me paraît assez pertinent, je trouve. Parce que je crois que oui, même analyse, pour moi, c'est typiquement oui, il me semble que voilà, et voilà. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, on voit que ça va dans cette direction, mais que pour l'instant, en fait, il manque encore quand même des éléments pour notamment. Mais pour ce qui est de l'habitat, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'a pas la ville basse. Voilà, mais. J'avais justement une deuxième remarque, c'est évidemment pour ces questions de centralisation, urbanisation. J'avais beaucoup discuté avec Marcella Frangiva. Ah bah oui, c'est ça. Oui, oui. Il dit la FNDP, c'est la centralisation sans urbanisme. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas, oui, c'est ça. Mais encore, ça me paraît plus justifié justement pour Marcella, parce que dans le sens où elle a une centralisation avec les sous-questions, on voit qu'il y a une redistribution des ressources. Au moins là, il n'y a pas ce côté contre-intuitif d'utiliser un terme qui carrément, enfin, à mon avis, me semble totalement inapproprié, puisque on tape carrément à côté. Enfin, si on ne va pas, en fait, justement, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle entend par centralisation? Et en fait, parce que c'est pas clair du premier, voilà, le terme est à mon avis vraiment mal choisi en tout cas. Il peut être encore utilisé à mon avis pour Marcella, mais là, et le problème c'est qu'il se diffuse vraiment. Ça y est, maintenant c'est acté et on le sent. Enfin voilà, on le retrouve partout dans la documentation et même sans être redéfini. Donc ça y est, c'est devenu. Donc je trouve ça un peu dangereux et ce serait intéressant de pouvoir mettre les choses à plat. Oui, c'est ça, mais aussi, mais avec le niveau 7, mais c'est vrai qu'après il y a. Oui, ouais, c'est mais. c'est vrai que je considère qu'elle n'a pas du tout d'établissement, c'est un centre ultra spécialisé et que c'est pas du tout la 17 ans. C'est ça, mais je suis assez d'accord. Non, il y a une rue en fait, mais enfin, on n'a pas d'éléments suffisamment importants pour être significatif. Oui, mais apparemment pas de ville basse. Oui, c'est ça. En tout cas, pas que, ouais. Moi, une question de pure curiosité linguistique. Quand vous vous êtes déplacé sur les lieux de Kazan, on vous a dit que ça signifie quoi, Kazan? Oh, je sais pas. Pour tous les deux, mais non. Bon, moi, je pense que justement, ça vient de l'arabe qui veut dire emmagasiner, rassemblement. Je ne me suis pas posé la question. Et je le veux, voilà. Et puis pour Heuil, c'est le thème. en plus, on a Cueil, Oui, le village. Et alors, si vous le prononcez il y a évidemment l'alternance que aussi. Oui, parce que ce sont des langues donc, très très avoisinantes. Et ça correspondait à la question que vous posiez sur pourquoi ce grand ensemble d'agglomérats d'habitation. Voilà. Et puis, bon, comparaison pour comparaison, est-ce que les archéologues utilisent le concept, le vocable de médiner? Non, pas moi. Non. Bon, parce que, évidemment, c'est beaucoup plus tardif. Oui, bien sûr, évidemment, je ne pas pour ces termes. Mais dans les espaces, dans certains espaces nord-africains, on a encore cette séparation, par exemple au Maroc, de la ville haute mais de la médina, de la médinée haute et de la médinée basse. Voilà, c'était juste pour rejoindre les agglomérats. Parce que c'est un assemblage de maisons, comme on a vu au Caire, dans la médinée, etc. Ce qui est frappant, ce que j'ai dit un peu dans l'introduction, c'est que les archéologues occidentaux qui ont travaillé dans cette région sont très réticents à utiliser les terminologies ils n'ont jamais utilisé trop la terminologie locale,
Oui, parce que c'est une médiévale, c'est pas chaud. C'est une invention. C'est une ville orientale. Il y a un peu une espèce de décalage qui est assez étrange avec cette idée que là, à ce moment-là, il y a la ville occidentale et la ville orientale. Alors nous, au fin fond de notre histoire, on a un statut un peu à part, non identifié. Donc on met aux origines de la ville, c'est pour très simple. On met les Indiens un peu à part. C'est pas très évident parce que finalement, on est complètement marginalisé dans les débats. Et Dieu sait que les problématiques sont quand même très visibles, je sais bien, qu'il n'y a aucune raison de. Il y a une d'aller à la sécurité en arabe, vous avez cette disposition actuellement sur les lignes, ils ont été fichus de par les miniers et le palais avant les problèmes. Disons, sur les lignes. Et il devient ramifique. Donc là, c'est oui, c'est l'obscurantisme pur et dur. Et j'ajouterais, c'est que dans le concept arabe de Médine, en fait, tel que moi je l'ai compris,